Mesdames et messieurs, mes très chers frères, mes très chères sœurs, troisième table ronde, quel est l'enjeu posé par la question de l'humanisme européen et de l'universalité? La franc-maçonnerie est une idée européenne. Cette idée maçonnique, si bien décrite par le passé grand maître Tornougues, qui vient des Lumières et de la Renaissance, notre grand maître nous le disait à l'instant, nous nous demanderons si le modèle de l'Europe, grande invention du XXe siècle, est exportable. Aujourd'hui, les civilisations s'influencent ou s'affrontent. Il n'existe plus un seul centre, mais plusieurs. À l'heure des cabinets spécialisés en marketing ethnique, où des chaînes de télévision lancent des jeux où s'affrontent différentes confessions, où la presse évoque de nouvelles guerres de religion, qu'est-ce que la franc-maçonnerie peut proposer pour redonner du sens et des valeurs et pour faire progresser l'humanité vers la paix? Pour parler de tout cela, nous avons un plateau exceptionnel. Je vais commencer par les dames. Denise Oberlin. Grande maîtresse de la Grande Loge féminine de France, première obédience féminine dans le monde, qui rassemble près de 13 000 femmes de cultures, de conditions et d'horizons différents. Il est intéressant de préciser que la Grande Loge de France a contribué à la création de ce qui s'appelait à l'époque l'Union maçonnine féminine de France, juste après la guerre, en 1946. Et ensuite, la Grande Loge féminine de France a pris son autonomie en 1952 pour devenir une obédience exclusivement féminine. Et là, je vais ouvrir les guillemets en citant le site internet de la Grande Loge féminine de France, où il est écrit que cette féminité est une spécificité qui, dans un ordre initiatique, ne signifie ni repli, ni défiance par rapport à un travail partagé avec des hommes. Denise Oberlin est donc grande maîtresse de la Grande Loge féminine de France depuis septembre 2009. Entrée en 1976, elle a exercé 3 mandats au sein de l'organe exécutif, très impliqué dans la vie associative, chevalier de l'Ordre national du mérite. À ce jour, la GLFF, Grande Loge féminine de France, compte près de 400 loges, dont 22 hors de l'Hexagone. À sa gauche, M. Bernard de Bosson, grand maître actuel de la Grande Loge traditionnelle et symbolique opéra depuis 2006. Alors là, mesdames et messieurs, nous avons affaire à un grand maître, pianiste de jazz, qui a été président de la Warner Music, découvreur de talents, de multiples talents, de Otis Redding à Véronique Sanson, en passant par un grand nombre d'artistes, beaucoup d'autres. C'est une légende de l'univers de la musique en France, je n'hésite pas à le dire. Et la GLTSO, forte de 4000 membres et d'environ 200 loges, appelée parfois, je crois que c'est l'un de vos passés grands maîtres qui le disait, la plus grande des petites obédiences ou bien la plus petite des grandes obédiences. En tout cas, cette obédience pratique plusieurs rites, d'une authentique spiritualité, et nous pouvons témoigner ici d'une fraternité sans faille et jamais démentie, et entretient des relations exceptionnelles avec toutes les obédiences françaises et internationales. Au centre, M. Perry Willet sera le modérateur de cette table ronde. Perry Willet a été membre de l'exécutif de la Grande Loge de France de 2006 à 2009 et il fut également, évidemment, mon prédécesseur en tant que délégué à la communication de l'obédience. Alain Grézel, dont la formation est en philosophie, également consultant en organisation et management, maître de conférences dans une grande école d'ingénieurs, directeur d'un centre d'études sur les reconversions industrielles. Il a été membre du conseil exécutif de la Grande Loge de France de 1996 à 1999 et de 2002 à 2005 et précédent grand maître de la Grande Loge de France entre juin 2006 et juin 2009. Il pratique de nombreuses conférences publiques. Il était encore hier soir à Lorient, Lorient sans apostrophe. Et il est arrivé tout à l'heure en train, malgré les nombreuses vicissitudes de notre compagnie nationale, il est parmi nous pour intervenir dans cette table ronde et il écrit aussi beaucoup dans Point de vue initiatique, que vous pouvez vous procurer dans le hall à la sortie. Et puis enfin,
Monsieur Jean-Claude Bousquet, ancien grand maître également de la Grande Loge de France, aujourd'hui président des Grandes Loges Unies d'Europe, fondée à Paris en juin 2000. Elle réunit plusieurs obédiences européennes qui travaillent selon le même rite, en l'occurrence le rite écossais ancien et accepté, qui est le rite le plus pratiqué au monde, et dont la Grande Loge de France et la Grande Loge traditionnelle et symbolique Opéra font partie, et ont été les cofondateurs avec la Grande Loge de Yougoslavie. Elle comprend aujourd'hui 9 obédiences. Jean-Claude Bousquet est avocat, 15 aujourd'hui, très bien. Jean-Claude Bousquet est avocat, docteur en droit, agrégé des universités, entré à la Grande Loge de France en 1983, il en a été le grand maître entre 1995 et 1996, puis de 1998 à 2001. Thierry Ouillet, je vous laisse la parole. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être présent encore pour cette 3e table ronde. Jean-Michel m'a présenté comme un modérateur, mais comme vous le savez, les francs-maçons savent maîtriser leur passion, donc il n'y a pas nécessité de modérer nos propos. Peut-être que le seul moment où je vais devoir modérer l'ardeur de nos conférenciers, c'est au niveau du timing, puisque nous avons fait la promesse dans l'alcôve de laisser suffisamment de temps pour que vous puissiez poser des questions. Donc on va essayer de tenir nos promesses. On va essayer. Donc le thème qui nous unit toute cette journée, c'est identité et universalité. Et vous avez constaté en effet que l'identité est marquée avec un S très gros. Et bien de la même façon, la franc-maçonnerie en France n'est pas unique, n'est pas uniforme. Il existe plusieurs formes de franc-maçonnerie. Et vous avez ici des représentants d'associations ou d'obédience maçonnique. Et nous sommes tous impatients de savoir quel est votre regard, votre point de vue sur le thème qui nous réunit cet après-midi, qui tourne autour des 3 mots que l'on peut prendre séparément ou tous ensemble, à savoir humanisme, européen et universalité. Alors, je voudrais dans un premier temps déjà répondre sur une objection que l'on avait entendue à propos du mot européen. Pourquoi réduire l'humanisme à l'Europe? C'est clair qu'il existe d'autres formes d'humanisme. Il en existe en Orient asiatique, il en existe au Moyen-Orient. Nous voulons simplement, en parlant de l'humanisme européen, dire que c'est en Europe quand même que l'humanisme dont on va parler souvent aujourd'hui, celui de la Renaissance et des Lumières, il est né à partir de 3 racines que l'on peut trouver à la fois à Athènes, à la fois à Rome et à la fois à Jérusalem. À la fois la philosophie, à la fois le droit et aussi une spiritualité avec une mise en avant d'un monothéisme. Donc, si nous nous concentrons sur l'européen et que l'on veut se ramener au thème général de cette journée, il y a un premier axe de réflexion que je vais soumettre à nos conférenciers. C'est finalement, au regard de ces 3 cités d'origine, est-ce qu'il existe une identité européenne? Est-ce qu'il est nécessaire de dire qu'il y a une identité européenne? Et accessoirement, en quoi la franc-maçonnerie intervient-elle dans ce processus, à titre individuel? Le deuxième mot que nous allons développer ensemble, évidemment, est le mot humanisme. Alors, ma deuxième question, mon deuxième axe de réflexion, ça serait, il y a évidemment des similitudes, excusez pour le mot évident, hein, il y a des similitudes entre la franc-maçonnerie et l'humanisme, mais aujourd'hui, en 2010, est-ce que la franc-maçonnerie ne devrait pas, sinon recréer, mais réinventer, inventer au sens de trouver, réinventer un nouvel humanisme? Alors le troisième mot de cette table ronde est universalité. Est-ce que la franc-maçonnerie ne pourrait pas être une des voies pour amener un humanisme vraiment universel? J'ai envie de demander à Bernard de Bosson, dans un premier temps, comment voit-il la position de l'homme dans ce contexte, en tant que grand maître de la GLTSO? Qu'est-ce que vous pouvez nous apporter comme sujet, comme regard personnel sur ce thème de l'homme au regard de l'humanisme et de l'universalité? Écoutez, au risque de la redondance, je voudrais revenir un petit peu sur les fondamentaux qui sont les nôtres dans une table ronde comme celle-ci. C'est de se poser les questions que nous nous posons au regard, bien évidemment, et dans l'éclairage qu'est la franc-maçonnerie. Je pense que c'est essentiel. Alors, l'humanisme, vous l'avez très très bien expliqué, et je vais rien apprendre à personne. L'humanisme, il est né de la Renaissance, mais il a rebondi de façon assez spectaculaire à cause, à un certain moment, d'une certaine révocation d'un certain édit qui a fait qu'un certain monsieur Desaguliers, qui était pasteur de son État, a quitté La Rochelle avec son fils qui était très jeune, qui est arrivé un jour dans les faubourgs de Londres
qui a grandi, qui s'est appelé donc Théophile de son prénom, qui a rencontré un certain Anderson. Et ces gens-là ont fait rebondir l'humanisme de façon spectaculaire. Et ils ont commencé à donner une dimension assez particulière à ce qui allait devenir la franc-maçonnerie. Je pense que justement la franc-maçonnerie, puisqu'on parle d'identité, allons à fond sur l'identité, la franc-maçonnerie, elle a justement cette vertu particulière pour autant qu'on sache utiliser, et je vais m'excuser d'insister un petit peu sur la spécificité de notre obédience. Toutes nos obédiences, et particulièrement les deux nôtres, qui travaillons ensemble maintenant depuis longtemps, on l'a dit avec la Grande Loge des Grandes Loges Unies d'Europe, mais l'année dernière, sur l'invitation d'Alain Grézel, d'organiser ensemble un colloque qui nous réunit à nouveau aujourd'hui, je pense que nous revendiquons la spiritualité et l'humanisme. Et je pense que la franc-maçonnerie, précisément, à travers les rites qui sont pratiqués, et je vais me permettre d'insister sur la spécificité de ces rites, doit pouvoir justement dégager une identité. À la Grande Loge traditionnelle des Saints d'Abel du Quépéra, nous sommes nés d'une scission d'une grande obédience bien connue, qui est la GLNF, pour pratiquer un rite qui avait disparu, qui s'appelle le rite écossais rectifié, et dont nous revendiquons la notion christianiste. Le christianisme est empreinte complètement dans ce rite, et nous le pratiquons du mieux que nous pouvons. Mais je pense que le christianisme qui est un petit peu à la base de l'humanisme, quand même, qu'on le veuille ou non, et ça a été rappelé, on a eu 2 fleuves qui ont abreuvé ce débat de maintenant, et cette table ronde, les 2 précédentes tables rondes nous ont donné quand même suffisamment de pistes. Je crois justement que cette identité très particulière que nous pouvons trouver, on la trouve à travers la pratique des rites. Et ces rites qui sont redéveloppés maintenant chez nous et qui le sont depuis fort longtemps à la Grande Loge de France, ce rite permet justement à l'homme de se construire. Je vais remercier un intervenant tout à l'heure qui a demandé s'il y avait véritablement quelque chose dans nos temples. Nos temples ne sont pas vides. Ils sont fréquentés par des femmes et des hommes en maçonnerie qui viennent justement construire leur propre temple, c'est-à-dire se construire eux-mêmes à travers toute la dimension qu'on peut trouver dans les rites. Et alors ce qui est important, alors l'universalité on en parlera un petit peu après, je crois qu'il faut quand même garder en tête un petit peu ce qui a été évoqué de façon fondamentale tout à l'heure, s'agissant de la modernité. Je pense que la modernité, dans la façon dont l'homme peut se construire, elle doit puiser ses racines dans cette tradition dont j'ai entendu un jour un certain Alain Grézel dire que c'était une véritable urgence. Voilà si j'ai promis d'être assez court parce que je voudrais signaler d'abord dans la salle la présence d'une autre obédience essentiellement féminine, qui est la Grande Loge féminine de Memphis-Misraïm, en la personne de sa grande maîtresse, Bernadette Capello. Et nous devions avoir, je crois, s'agissant de l'universalité, nous devions avoir une obédience... Le grand maître de la Grande Loge du Cameroun, qui malheureusement a été retenu dans son pays et qui n'a pas pu partager cette conférence avec nous. J'espère avoir répondu un petit peu, mais en tout cas lancer un débat pour que surtout ce que nous nous sommes promis, on peut dire le secret, on voudrait véritablement que vous qui êtes dans cette salle puissiez poser toutes les questions que vous avez envie de poser. Ce qui fait, si je peux me permettre, je vais te demander de conclure. Je voudrais demander, puisqu'on a parlé d'identité et de spécificité, je pense que la moindre des choses, ce serait de demander comment à Denise Oberlin, grande maîtresse de la Grande Loge féminine de France, quel regard particulier vous pouvez apporter sur l'humanisme dont on a parlé tout à l'heure et l'humanisme que vous vivez au quotidien. Merci. Bonjour à tous. Donc, vous voyez qu'il y a aussi des femmes en franc-maçonnerie et je reconnais volontiers que vous avez une femme qui apparaît, n'est-ce pas, dans le cycle de la Grande Loge de France. D'où donc notre importance. Je voulais vous parler un peu de l'humanisme et très rapidement. Et vous dire aussi que c'est un courant de pensée qui a permis donc à chaque personne humaine de penser par elle-même, de s'émanciper. Je crois que c'est là l'essentiel et c'est une question tout à fait métaphysique qui précède... Pardon. D'accord, je vais faire. Qui précède l'essence. Je pense aussi que
comme c'est une affaire de croyance et non de savoir, et que la franc-maçonnerie prône la liberté de conscience. Je ne vais évidemment pas développer ce point, mais je voudrais dire, comme un philosophe, qu'il vaut mieux savoir que l'on croit plutôt que de croire que l'on sait. En Europe, donc, on retrouve cette philosophie en franc-maçonnerie au moment de cette renaissance qui est donc le siècle des Lumières. Et je crois qu'elle permet d'appréhender, de mieux comprendre le monde par les forces de la raison. C'est bien le projet de la maçonnerie elle-même. Alors, reconnaître l'apport essentiel de cet humanisme né en Europe grâce à ses sources grecques, juives, latines, je ne vais pas revenir sur les origines, cette matrice méditerranéenne dont est issue notre civilisation relève en fait du savoir historique. Penser que cet humanisme européen a vocation à l'universalité est une opinion. Je la partage. Encore faut-il pour la faire valoir qu'en nous gardant d'un ethnocentrisme qui confondrait universalisme et universalité, nous sachions en tant que francs-maçons et francs-maçons écouter les autres. Écouter, entendre pour comprendre et expliquer. Et cela sans tomber non plus dans un relativisme culturel qui n'est qu'une forme de nihilisme. Faire valoir l'universalité des valeurs dont la franc-maçonnerie issue de l'humanisme européen est porteuse, c'était son projet à l'origine de la franc-maçonnerie spéculative du siècle des Lumières. Le but n'a pas changé. Et ce projet doit encore et toujours être le nôtre. Il n'est que temps que nous réunissions nos réflexions et nos actions pour le faire aboutir le plus rapidement possible sur toute la surface de la Terre. J'ai un peu de temps, cher ami, oui, parce que vous avez dit qu'il fallait faire vite, alors je vais essayer de résumer. Les modérateurs ne sont pas des censeurs. Donc, ce que je voulais dire aujourd'hui, c'est que, à l'échelle du monde, quid de la validité d'une philosophie, d'une pensée née en Europe, il y a quelques siècles de cela. En ma qualité de franc-maçonne ouverte aux autres, où vont être les limites entre mes valeurs que je pense justes et que je souhaite faire partager et le respect des autres, c'est-à-dire le respect de la culture et des systèmes des sociétés des peuples non occidentaux. Nos sociétés, sous l'influence d'une globalisation mondialisée, évoluent, s'interpénètrent pour le pire, souvent, et pour le meilleur parfois. Les temps changent, le monde aussi dans sa globalité. Il n'est pas seulement évolué dans un sens, ce n'est pas seulement l'Europe qui aurait changé dans un monde qui serait resté figé. Ainsi, les références aux droits de l'homme, élément fort de l'humanisme européen, est devenu international, et c'est sur l'universalité des droits de l'homme, et je devrais plutôt dire les droits humains, que s'appuient aujourd'hui bien des femmes dans le monde pour réclamer l'égalité entre les femmes et les hommes. Au-delà de l'opinion en toute logique, si tous les êtres humains naissent libres et égaux en droit, alors les femmes et les hommes sont égaux et ils ont les mêmes droits. C'est ce que j'appelle l'universalité sélective. Vous pensez que je m'éloigne du sujet? Je ne le crois pas. Nous sommes même au cœur du sujet ici et maintenant. Car quand ces femmes en recherche d'autonomie demandent l'égalité des droits, c'est bien à une valeur humaniste qu'elles se réfèrent et elles le font au nom de l'universalité. On peut donc dire que si l'humanisme est non seulement toujours d'actualité et plus que jamais universel, c'est parce qu'il répond à l'aspiration de tous les êtres humains à être des êtres libres et responsables. Et qu'importe qu'ils soient d'origine occidentale et même européen. Cela ne suffit pas pour le discréditer puisqu'il vaut pour tous les humains sur la surface de la Terre. Et je pense, et je le dis justement parce que je suis une femme et franc-maçonne, oui, je pense qu'il y a des valeurs universelles. La liberté de penser par soi-même, qui seule permet d'envisager que tous les êtres humains sont égaux en droit et qu'ils doivent se comporter en frères et sœurs, puisque leur condition humaine, trop humaine, leur est commune.
Ce qui les réunit est plus important que ce qui les désunit. Oui, je pense que la démocratie, et plus particulièrement la République, dont l'un des piliers est la laïcité, est le meilleur des gouvernements possibles.